Comment vous abordez ce nouveau procès? Le premier avait été très douloureux déjà. Il s'était terminé par une condamnation à la perpétuité. Là, comment vous Pour qui? sentez alors, Pour qui la condamnation? Euh, je sais seulement que la première qui a été condamnée à perpétuité, et elle a été condamnée dans des conditions qui restent difficiles à évoquer. C'est ma fille, Agnès, qui, comme vous le savez, a été jugée, condamnée, exécutée en 2 heures de temps. Par l'homme qui va être à nouveau jugé à partir de lundi. Je vis ça aussi mal qu'on peut le vivre. Je vis ça avec la joie. La joie. Je vis ça en ayant conscience de l'importance que la justice passe et sans avoir aucune crainte que la justice repasse. J'attends avec autant de sérénité que possible que la justice confirme son premier jugement. Et je fuis en même temps, je dois y aller. Voilà, c'est une curieuse impression d'être double. J'ai pas l'impression que c'est moi et je sais pas ce que je fais ici en fait. Je ne sais pas ce que vous faites ici. Je ne sais pas ce que les gens qui nous regardent font devant leur écran. Je ne sais pas pourquoi c'est ma fille qui s'est retrouvée brûlée au milieu d'une forêt, seule. Alors qu'elle n'avait rien fait. Ni à ce monsieur, ni à personne. Et un enfant ne devrait jamais... Le mien, tous les enfants. mais c'est impossible Voilà. de toute façon de faire un deuil dans ces conditions-là. J'y vais pour juste rappeler à la justice, rappeler à tous les acteurs de la justice qu'il y a une victime qui est ma fille, et puis quelques victimes collatérales, mais à la limite, moi et les autres, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je veux surtout être sûr que la justice n'oublie pas qui est Agnès et pourquoi la Cour se réunit à partir de lundi. C'est pourquoi, quel est l'homme qu'il juge et pourquoi, en première instance, la condamnation avait été aussi exemplaire, à savoir la perpétuité. Effectivement, cette question de condamner un mineur à perpétuité, ça ne s'était jamais vu avant Mathieu. Enfin, il y avait eu Patrick Glis, mais qui a bénéficié depuis... il a été innocenté. Finalement, c'est le seul mineur que l'on connaisse à être condamné à la perpétuité. La défense va faire valoir le fait que il faut donner une chance à ce jeune homme de pouvoir évoluer. Enfin, comment vous abordez tout ce débat? Déjà, la notion qu'il ce soit le premier ou le dernier ou le plus lourdement condamné, je ne savais pas que ça se pesait, je ne savais pas y avait des statistiques sur s'il y a beaucoup de mineurs, si aucun mineur n'a jamais été condamné à perpétuité, c'est donc qu'on ne doit jamais l'appliquer. Il y a des lois, elles sont faites pour être appliquées, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose un problème, c'est qu'autant d'experts ou prétendus tels, ou autant d'acteurs aient pu affirmer des choses fausses. La personne dont nous parlons, Mathieu, au moment des faits, au moment où il exécute ma fille, a 18 ans moins 1 mois. Sa minorité est extrêmement relative, en tout cas du point de vue du droit. Elle est factuelle, mais entre 18 ans moins 1 mois et 18 ans plus 1 mois, il aurait été mineur ou majeur. Bon, je dois vous avouer qu'il... ce qui m'impressionne, puisque vous évoquiez le fait qu'il puisse... finalement, on puisse à nouveau le laisser repartir, redémarrer. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'en 18 mois, entre août 2010 et novembre 2011, il a réussi à violer, sous la menace d'un couteau,
2 fois et qu'il ait réussi à, la deuxième fois, ne pas laisser de témoins. Il y a eu une vraie évolution, effectivement. Ensuite, je laisse à la justice le soin de savoir si, quelles sont les suites à donner. Je voudrais aussi rappeler combien les experts, en l'occurrence en 2010, ont été fautifs, ont été négligents, et je suis prêt à en débattre, et j'espère que la justice posera beaucoup de questions à tous les experts, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans la justice, sur qui prend les décisions. Est-ce que ce sont les experts qui prennent des décisions au nom de la justice, pour la justice, ou est-ce que c'est la justice qui prend des décisions sur un certain nombre d'éléments, dont des expertises? Mais au-delà des expertises, il y a des faits. Et malheureusement, je dois avouer, nous aurons toujours une grande différence de perception avec la défense. C'est que ma perception, ma réalité, elle s'arrête à la pierre tombale de ma fille. Et non seulement à la pierre tombale, mais à la façon dont elle est arrivée sous cette pierre. C'est-à-dire dans une boîte en métal, parce que quand vous êtes dans l'état où elle était, et parce que c'est une affaire judiciaire, on vous met dans une boîte et on scelle la caisse en métal avant de vous mettre dans une caisse en bois. Que je n'ai jamais vu ma fille, après l'avoir déposée dans le train qui l'emmenait au Cévenol. Donc, la défense jouera sa carte, jouera les cartes qu'elle a. Si elle arrive à convaincre la Cour d'un avenir radieux pour ce monsieur, je serais terrorisé pour mes compatriotes, pour les gens qui vivent dans ce pays, parce que ce monsieur est... Et encore une fois, j'en reviens au réquisitoire de l'avocat général, Madame... Madame Vermelin, vous avez raison. J'en reviens je me souviens, et vous vous souvenez aussi, puisque c'était en public du réquisitoire de Madame Vermelin, qui laissait peu de place à un individu, aussi bien dans son comportement pendant le procès que dans son comportement avant, un individu qu'on a envie de voir revenir parmi les gens qui ne s'égorgent pas. Qu'est-ce que vous en diriez de lui, justement, pendant les 15 jours où vous l'avez vu en première instance? Comment vous l'aviez analysé? C'est vrai qu'il était... Enfin, moi, c'était à huis clos, donc j'ai pas vu beaucoup son comportement. Je l'ai vu pendant les levées de huis clos partiels, et il était là sans être là. Il avait l'air de vivre ça par-dessus la... Enfin, après, c'est difficile de se faire une perception de l'extérieur, mais... Ah oui, par-dessus la jambe, absolument. On n'avait pas l'impression que ça le touchait plus que ça. C'était une péripétie de plus. Il connaissait déjà la justice, puisqu'il avait déjà fait de la préventive, ce qui là aussi pour un mineur est rare, ce qui incite à penser quand même que c'était un monsieur qui avait déjà un bon potentiel dans le domaine des gens dangereux. Je me souviens avec émotion du récit des faits de l'assassinat de ma fille, et pendant que les faits sont relatés, il penche la tête, il met sa tête entre ses mains, et le président de la Cour s'adresse à lui et lui dit « Allons, monsieur, redressez-vous, affrontez la réalité ». Et ce monsieur se relève en disant « Pardon, monsieur le président, j'ai eu un coup de fatigue ». Voilà, je crois que ça traduit assez bien sa parfaite compréhension. Quand on lui pose des questions factuelles, il y répond, il comprend ce qu'on lui dit. Il vit, en ce qui me concerne, il est de l'autre côté de la barrière. Mon objectif est que la justice définitivement le condamne, confirme la peine qui a été la peine de première instance,
Et mon objectif est peut-être de donner, je dirais pas un sens à tout ça, parce que ça n'en a pas, mais au moins d'éviter que ça recommence. Est-ce que la justice a un rôle éducatif? Éducatif au sens montrer l'exemple, expliquer ce qu'il ne faut pas faire, rappeler les limites. Alors si elle a un rôle, oui, la sanction doit être exemplaire. Parce que les crimes, les 2 crimes qui sont reprochés à ce monsieur sont exemplaires. Exemplaires, exceptionnels. C'est peut-être aussi pour ça, et ce serait intéressant de le rappeler à la défense, c'est peut-être aussi pour ça que ce monsieur a été condamné de façon exemplaire et exceptionnelle. Parce que ce qu'il a fait dépasse de loin ce que les professionnels de la justice voient. Et Dieu sait que ouais, dans l'horreur, il se passe malheureusement beaucoup de choses. D'ailleurs, il me semble que justement Madame Vermelin avait parlé de tueur en série potentiel. C'est ça, que c'était, bon, voilà, quelqu'un de potentiellement. Oui. Oui. Donc la question c'est, est-ce qu'on prend le risque de limiter cette peine et de le voir un jour ressortir dans la rue, sous prétexte de, est-ce que la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens, alors, ne mérite pas effectivement de le garder à l'abri de la tentation? En ce qui me concerne, moi j'ai perdu ma fille, donc je laisse le soin aux autres qui ont encore une fille de se poser la question. Mais j'étais comme les gens qui nous regardent. Je me disais, mais ça ne peut pas m'arriver, c'est pas possible. Vous savez, la misère humaine, on la regarde à la télé, on la regarde dans les journaux et on se dit, c'est pas moi. D'ailleurs, c'est vulgaire, c'est laid, c'est moche, c'est tout ce qu'on veut. Et puis un jour, on vous passe un coup de fil et on vous dit, l'établissement où travaille votre fille vous appelle à 6h du soir et vous dit, elle n'est pas rentrée, qu'est-ce qu'on fait? Et là, votre vie a basculé comme ça, un coup de téléphone. Et c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et là, vous vous rendez compte que toutes les barrières, toutes les limites, tout ce que vous imaginiez être mis en place par l'État pour réguler l'éducation nationale, l'école, comment on recrute des élèves, comment on les évalue, par la justice, qu'est-ce qu'on fait à un garçon qui a violé sous la menace d'un couteau. Voilà, vous vous rendez compte que, au fond, on est dans un système avec des acteurs et chacun fait comme il veut, sans vraiment se demander ce que fait le suivant. Donc, on se retrouve avec Mathieu en liberté dans un établissement mixte alors qu'il vient de violer sous la menace d'un couteau. Et sous prétexte qu'il n'a pas été condamné, il a fait juste 3 mois de préventive, ce qui est exceptionnel. Sous prétexte qu'il n'a pas été condamné, on le laisse dans un établissement au milieu de la nature, établissement mixte. Et je ne sais pas, vous vous dites... Enfin, moi, je me suis dit bêtement, c'est pas possible. Ça ne peut pas... Il ne peut pas arriver des choses pareilles. Ben si. Si. Et justement, vous avez déposé plainte, c'est notre voie qui est en cours. Oui, absolument. Encore une fois, le but étant de comprendre. Je trouve un peu... oui, de comprendre pour changer les choses, faire changer les choses, s'il y a des choses à changer. Alors il faut se poser la question, comment cet événement, ces événements se sont enchaînés pour en arriver à ma fille seule au milieu de la forêt, avec un individu qui va lui faire subir des choses qu'il ne vaut mieux pas décrire à l'antenne. Parce que sinon tout ça n'a aucun sens. Enfin, si c'est bien sûr... cet homme doit rester à l'abri de la tentation définitivement, mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de questions. On peut s'interroger sur un certain nombre de dysfonctionnements, là aussi que Mme Vermeulen avait souligné, encore une fois, pas pour montrer du doigt, pour changer les choses, pour aider à ce que tout ça fonctionne mieux. Je ne suis pas un idéaliste, je me dis juste qu'il y a peut-être des choses que collectivement on peut changer. Et ne pas simplement attendre que le législateur, du haut de sa sagesse, fasse changer les choses parce qu'il ne les fait pas changer. Vous le savez bien. En tout cas,
voilà, 15 jours qui s'annoncent difficiles, mais avec espoir d'une condamnation. En tout cas, ce serait terrible pour vous de vous dire qu'on Avec condamne à l'espoir 20. d'une condamnation. Enfin, non, mais il y aura une condamnation à perpétuité, je sous-entends. Parce que s'il prend 20 ou 30 ans, ce qui est déjà énorme, parce que finalement la perpétuité réelle n'existe pas. 20 ans, 30 ans, enfin, je ne sais pas. Il a été condamné une première fois. Le procès en appel a vocation à confirmer ou pas, si j'ai bien compris, la décision qui a été prise en 2013. J'y vais juste pour rappeler, si par hasard quelqu'un oubliait, qui la victime qui a payé le plus lourd tribut à cet individu. Je suis ni serein, ni je suis pas serein, je suis pas... Encore une fois, tout ça est du délire, enfin, tout ça n'a pas de... Mais vous ne réalisez toujours pas ce qui vous arrive. Oui, exactement, oui. Oui, oui, oui. Et je vais bien l'expliquer au tribunal, oui. Oui, oui, que c'est... Il ne s'agit pas d'une victime. Oui, évidemment. Juridiquement, il y a une victime. Oui. Mais socialement, oui, votre vie bascule. La vie de votre fille, et c'est ça le plus important, a été rayée d'un trait de plume, encore une fois dans des conditions abjectes. Et je ne me pose pas la question de la décision, quelle sera la condamnation. Je serai là pour parler de ma fille aimée et je vais me donner, avoir un grand plaisir de parler d'elle. Parce qu'avant tout, après tout, c'est son procès, d'une certaine façon. C'est le procès qui la concerne. Et il est important qu'on parle d'elle. Finalement, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas pourquoi c'est elle, mais je veux absolument qu'on puisse... qu'elle soit au centre du pourquoi ce monsieur est derrière les barreaux et pourquoi il doit y rester définitivement. Il n'y a pas d'amélioration possible, selon vous. Enfin, ce que va faire valoir la défense, là, pour vous, c'est... La question va se poser pendant le procès. Enfin, c'est pas la question va pas forcément se poser d'elle-même. C'est la défense, bien sûr, qui va faire valoir... Oui. Écoutez, je demanderai aux deux défenseurs de ce monsieur si elles ont des filles, puisque c'est bien dans ces termes que se pose la question. En 18 mois, il a réussi à réitérer, et il a dit, je vous le rappelle, pendant l'instruction de l'assassinat de ma fille, il a dit sur procès verbal, gardez-moi en prison, sinon je vais recommencer. C'est bien, il donne la règle du jeu. Alors maintenant, on peut tout à fait dire, et bien sûr, il va changer. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je me mets juste à la place des autres. Je voudrais juste être certain que les conseilleurs seront les payeurs aussi. C'est-à-dire que ceux qui conseillent aujourd'hui, laissons-le sortir. Je voudrais juste être certain que si demain il sort et si demain il arrivait une chose épouvantable à quelqu'un que je ne connais pas et qui se dira mais pourquoi on l'a laissé sortir, je voudrais juste être sûr que ceux qui ont permis qu'il sorte, on leur demande des comptes. Le problème, c'est que ce sont des experts. Et les experts vous diront mais moi, ça ne me concerne pas. On m'a demandé une expertise, j'ai rendu mon expertise. Vous prenez la décision. Alors je suis là juste pour rappeler que c'est ma fille, elle, la décision de la perpétuité n'a pas été... Il n'y a pas eu de pourvoi en appel. Donc je vais juste rappeler à la Cour, autant de fois que nécessaire, que les affaires de viol aussi terribles ne doivent pas être considérées juste comme on va réessayer, on va rejouer. Non, voilà, il y a une victime à perpétuité, c'est ma fille. Donc je voudrais juste qu'on arrête de... Pendant 2 semaines, on va se poser des questions sur le sort de ce monsieur.
je serai là juste pour remettre voilà, les cartes sur la table et pour rappeler quelle est la victime, qu'il n'est pas une victime. Et qu'en l'occurrence, on lui a donné une chance, il a violé, on l'a laissé sortir, 18 mois après il recommençait et cette fois-ci il ne laissait pas de témoin. Chacun se fera son opinion.